Il y a eu tellement de morts. Contaminés et non contaminés. C'est pour ça que notre village est si précieux. Je le trouve un peu jeune, tu sais. Il est prêt, je t'assure. 7, 6, 11, 5. Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver. Moving up and down again. Don't. Il y a bien des façons de mourir. Certaines sont préférables à d'autres. Car c'est un jour de gloire. Le jour du jugement dernier. Oui, mes enfants! Oui! There's no discharge in the war. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. C'est une des sorties les plus attendues de l'année qu'on va évoquer aujourd'hui, avec quelques semaines de retard, mais évidemment, on n'allait pas louper l'occasion de parler de ce film et de cette franchise même. C'est évidemment 28 ans plus tard, réalisé par Danny Boyle et écrit par Alex Garland. Troisième film de la saga initiée en 2002, aussi par Danny Boyle et Alex Garland, avec 28 jours plus tard, un des grands films du nouvel âge d'or horrifique britannique du début des années 2000, et qui dépoussiérait violemment le genre du film de zombie. Un film suivi en 2007 par 28 semaines plus tard, réalisé lui par Juan Carlos Fresnadillo. Et nous voilà 18 ans plus tard, avec à la fois le troisième film d'une trilogie, mais aussi le premier d'une autre trilogie, puisque 28 ans plus tard ne vient pas clore l'histoire racontée par les deux premiers films, mais plutôt en démarrer une nouvelle, constituée de 3 films et dont le deuxième sortira en tout début d'année prochaine. Dans 28 ans plus tard, cela fait plus de 30 ans que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique, et alors qu'un confinement très strict a été mis en place autour de l'Angleterre, certains humains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C'est ainsi qu'une communauté de rescapés s'est réfugiée sur une petite île, seulement reliée au continent par une route, placée sous haute protection et accessible uniquement à marée basse. C'est dans ce contexte qu'un père de famille, incarné par Aaron Taylor Johnson, va emmener son fils Spike pour la première fois sur le continent pour chasser et pour qu'il puisse voir à quoi ressemble le monde extérieur. Après être revenu non sans difficulté du périple et après avoir cru comprendre qu'un médecin fou habitait non loin de l'île, Spike décide de retourner sur le continent sans que son père s'en aperçoive, en emmenant sa mère malade avec lui dans l'espoir de la soigner. C'est le début d'un long voyage qui va partir dans tous les sens, avec au programme des hordes d'infectés, des ninja Power Rangers déguisés en Jimmy Savile, un accouchement crado, un pénis géant et plein d'autres joyeuseries qu'on va bien spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, c'est l'instant où faut couper l'épisode et revenir quand vous avez vu le film. De base, le projet, 28 ans plus tard, visait à renouer avec l'esprit brut et immersif du premier volet en utilisant des technologies modernes, notamment des iPhones et des drones en guise de caméra, pour obtenir un visuel très cru, tout en racontant une histoire profondément ancrée dans l'Angleterre post-Covid et surtout post-Brexit. Mais tout ça, on va y revenir plus loin dans l'épisode, évidemment. Je suis Romain Plourde et vous sont présents à mes côtés aujourd'hui Dario de la team Jumpscare. Hello. Amélie, programmatrice au Festival de Cinéma On vous ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne Le Coin du Bis. Salut. Pour commencer, juste pour qu'on voit où tout le monde se situe, on va faire un petit tour de table sur votre avis général sur la saga 28 jours plus tard. Amélie, qu'est-ce que t'en penses toi de base ? Alors moi j'aime bien le premier que j'ai vu quand j'étais adolescente. Et j'aime bien son côté filmé en caméra DV, j'aime bien cette esthétique qui est très années 2000, tout ça. J'aime beaucoup la mélancolie
un petit peu calme qui se dégage du film. Il y a des moments qui sont vraiment très contemplatifs, très calmes. En fait, il y a assez peu de zombies dans 28 jours plus tard. Oui. Et il y a un truc que j'ai noté en le revoyant pour l'épisode, c'est qu'en fait, 28 jours plus tard, ça te raconte que quand t'es une femme, t'es plus en danger dans un château avec 8 mecs que dehors avec des zombies. C'est en fait je sais qu'il y a beaucoup de films de zombies qui sont sur le côté « Ah, l'humanité est pire que les infectés », mais là, c'est vraiment d'un point de vue très féminin où la menace, c'est vraiment ces hommes qui sont violeurs pédophiles, hein, quand même. C'est explicite, il l'assume eux-mêmes. C'est très explicite. Et j'aime beaucoup ce premier film, j'aime beaucoup Cillian Murphy qui se réveille comme ça à l'hôpital, on dirait un rêve fiévreux un petit peu, et qui trouve cette famille et tout ça, et puis il y a les fesses de Cillian Murphy, ce qui quand même est un sacré avantage pour le film. Et par contre, j'aime pas du tout le deuxième, j'aime pas du tout 28 jours plus tard. 28 semaines. Déjà 28 semaines plus tard, pardon. Déjà parce qu'il perd ce côté très british du fait d'être réalisé par un Espagnol, il est espagnol il me semble. Et en plus il y a beaucoup de protagonistes qui sont américains. Donc en fait ça perd ce côté campagne anglaise ou londonienne. Et il y a un truc que j'aime pas du tout dans ce film, c'est que pour moi il est incompréhensible, il est flou. Tout cut en permanence, les scènes d'action sont imbitable, la caméra est sans cesse en mouvement, tous les plans durent une seconde, et en fait moi j'aimerais bien dire il est cool ce film, mais je comprends pas ce qui se passe dedans en fait, et ça m'exaspère, et au bout d'un moment c'est un truc où vraiment ça je peux décrocher très très vite. Et du coup j'allais voir 28 ans plus tard en étant ni enthousiaste j'avais un a priori ni positif ni négatif sur la saga d'une manière générale, et j'en attendais rien, donc j'y allais vraiment par curiosité quoi. Tu te laissais aller quoi. Ouais, j'attendais de voir quoi. Ok. Mathieu, de ton côté? Alors 28 jours plus tard, moi c'est un film que je n'avais pas revu depuis le moment où je l'ai découvert en salle. À l'époque, il avait fait forte impression de par le fait que c'était, pour la plupart des gens, la première fois qu'on voyait des zombies / infectés, même si là, pour le coup, c'est plus des infectés, courir, même si les fans de Cinema Bis savent que, en réalité, c'est pas la première fois qu'on avait ça sur un écran. Mais toujours est-il que, encore une fois, voilà, ça faisait son petit effet. Ce qui, moi, m'avait marqué lors de ce premier visionnage, et ce qui m'a encore marqué quand je l'ai revu, donc là, il y a quelques jours, c'est à quel point, hormis cette nouveauté entre guillemets des zombies qui courent, le film est un gigantesque hommage à la trilogie des morts-vivants de George Romero. Si on réfléchit un petit peu, si on met de côté vraiment la scène que tout le monde a gardée en mémoire, c'est-à-dire Cillian Murphy qui erre à moitié à poil en fait dans les rues désertes de Londres, qui est vraiment extrêmement marquante et extrêmement bien foutue en termes d'ambiance en fait, qui se pose directement en début de film. Ce qui suit en fait, c'est calqué encore une fois sur la trilogie des morts-vivants de George Romero. Après, on a des personnages qui ne se connaissent pas, qui vont se réunir dans un endroit clos et tenter de survivre et d'essayer de réfléchir à un plan de secours pour pouvoir s'échapper et survivre. Plan de secours qui inclut en fait une voiture. Un petit peu plus tard dans le film, il y a un passage dans un centre commercial qui renvoie évidemment au deuxième film de la saga de Romero, en l'occurrence Zombie, qui se passe intégralement dans une espèce de mall. Et puis la dernière partie du film se passe avec des militaires complètement tarés, comme dans le troisième film des morts-vivants de George Romero, en l'occurrence Le Jour des morts-vivants, qui est peut-être mon préféré. Et voilà, il y a pas mal de références en fait à ce niveau-là, qui font que je suis sorti de ce film à l'époque en étant peut-être pas forcément déçu, mais en me disant voilà, c'est un film de bon élève, c'est un film très ancré dans son époque, et encore plus quand on le revoit aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les trucs visuels propres aux années 2000, cette espèce de montage très très cut avec des effets un petit peu épileptiques par moment, qui en fait gonfle Amélie dans le second film. Moi déjà il me saoulait déjà un petit peu dans le premier quoi. Je sais que ce truc là a ses fans, je sais que si on a grandi vraiment avec l'esthétique MTV, ce qui est un petit peu mon cas aussi, on peut trouver grâce à ce type d'effet. Moi ça a tendance un petit peu à me gonfler, mais malgré tout c'est un film qui encore une fois est profondément anglais de par les thématiques qu'il aborde. Si on lit un petit peu en travers les lignes, si on lit un petit peu entre les lignes, on a le truc de la vache folle, on a pas mal de choses en fait qui sont propres à la culture anglaise, qui font que 28 jours plus tard, c'est pas forcément un film inintéressant. C'est un film qui a été à l'origine de toute la vague de films de zombies qu'on s'est tapé après ce film-là. Après il y a eu l'Armée des Morts, après il y a eu Shaun of the Dead, enfin bref, c'est vraiment ce film-là qui a relancé cette mode du film de zombies à l'écran, et qui a aussi permis
indirectement à ce que George Romero puisse enfin faire son 4e film de zombies, Land of the Dead, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est un film que j'apprécie, c'est pas forcément un de mes films préférés, mais ça reste une espèce de marqueur propre aux années 2000 en matière de cinéma d'horreur. En ce qui concerne le second film, donc 28 semaines plus tard, je lui trouve quand même des qualités, même si, comme Amélie l'a dit, en termes de montage, c'est vraiment pénible de pas pouvoir en fait spatialiser correctement l'action et de se farcir une quantité phénoménale de plans qui durent maximum 1 seconde chacun, de ne pas pouvoir profiter correctement des maquillages qui ont l'air plutôt cool. Il y a des moments qui sont très bien, qui sont très intéressants, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que le film, je le trouve pas forcément abouti. Il y a pas mal de décisions il y a pas mal de décisions purement scénaristique, enfin qui relève vraiment de l'écriture que je trouve complètement débile. Il y a notamment un pilote d'hélicoptère qui décide en fait de se servir des hélices pour défoncer tous les zombies qui sont en face de lui, sachant qu'il peut à tout moment en fait exploser son truc. Mais c'est un Américain, c'est pour ça. Oui, bah voilà. C'est très jouissif à l'écran parce que c'est un bain de sang, mais après ça reste quand même très très con. Mais il faut quand même se rappeler que des décisions complètement connes qu'on peut avoir dans ce film, comme Idris Elba qui joue une espèce de chef de l'armée là qui, quand on lui dit cette femme a potentiellement dans son sang la solution pour guérir le virus, pour créer un vaccin, lui tout ce qu'il trouve à dire c'est bon, on va la défoncer, on va la tuer, on verra après. Enfin, personne ne fait ça, c'est stupide. Mais ce type de décision complètement débile, il y en avait déjà dans 28 jours plus tard, parce que le père de famille, donc qui est joué par Brendan Gleeson, je crois, oui. Qui part en fait avec toute cette petite famille recomposée. Le mec est extrêmement attentif et précautionneux et extrêmement, enfin, essaye de faire les choses de manière la plus safe possible. Et quand il est dans la voiture, il a le choix entre prendre une route secondaire et la route principale. Et Cillian Murphy lui dit, mais en fait, la route principale, elle va être empruntée par des tonnes et des tonnes de personnes. Ça serait beaucoup plus safe de prendre une route secondaire, d'autant plus que la principale passe par un tunnel. Et je rappelle qu'il n'y a pas d'électricité dans Londres. Et le mmec, en fait, pied au plancher, se dit, j'en ai rien à foutre, je prends le tunnel. Au bout de 10 mètres, il est bloqué comme un con. Il se dit, pas de souci, on va défoncer avec mon pauvre taxi de merde là, les l'amas phénoménal de bagnole de carcasse de bagnole qui est juste en face. Il passe au travers, il fait n'importe quoi, il fait des cascades, et après il se plaint qu'en fait les pneus de sa voiture sont crevés. C'est stupide, c'est complètement débile. Donc le truc c'est que effectivement le deuxième il a aussi ce type de réaction complètement débile des personnages, mais ça reste un gros film d'action. Et là on n'est plus trop dans une espèce de citation académique de bon élève des films de Romero. On est plus dans une espèce de truc façon Alien le retour, où ça canarde dans tous les sens et où des infectés, là il y en a des tonnes et des tonnes. Et si on apprécie ce genre de truc, on peut y prendre plaisir. Mais là il n'y a plus forcément l'effet de surprise qu'il y avait dans 28 jours plus tard, quoi. Donc je le trouve pas forcément mauvais, mais je trouve que il y a certaines choses en fait qui font que le film est un petit peu en demi-teinte. Donc quand je suis il y a quelques jours allé voir la suite, donc 28 ans plus tard, j'avais pas forcément d'attente. J'avais vu la bande-annonce, je la trouvais intrigante, j'étais curieux de voir dans quelle direction ils allaient partir, mais j'étais ni en attente de quelque chose de précis, ni forcément saoulé par avance. Enfin bref, toi, si tu te laissais porter, quoi. Je me suis laissé porter, ouais, j'y suis allé un petit peu la fleur au fusil, quoi. La fleur au fusil. Dario, de ton côté, 28 jours plus tard. Alors juste, moi je vais sûrement dire zombie à la place d'infecté. C'est pas mon combat, je m'en fous. En vrai, je suis désolé si ça vous choque, mais je vais pas faire attention à mon avis. Donc si je fais des erreurs, excusez-moi. Moi, 28 jours plus tard, c'est pas un film qui m'est spécialement cher. Hein. C'est pas un truc que je regardais quand j'étais plus jeune, mais j'aime bien ce film. Je trouve qu'il est cool. Il a une vibe, comme on disait dans les années 2000, plutôt sympa. Je trouve que le côté mini DV marche hyper bien parce que surtout aujourd'hui encore plus, vraiment un côté genre presque film de famille, d'apocalypse. Je trouve ça hyper intéressant et ça va littéralement avec les thèmes en fait du film, avec cette famille recomposée comme l'a dit Mathieu. Donc c'est un film que j'aime bien. C'est vrai que le moment avec la bagnole sous le tunnel, c'est vrai que ça me fait tiquer à chaque fois. Je suis en mode c'est vraiment le pire moment pour faire ça. Après ça crée de la tension parce qu'on voit évidemment les infectés qui arrivent en courant. J'ai dit infectés. Donc c'est bon, c'est pas dans le vide.
J'aime bien 28 semaines plus tard. Je trouve que il arrive quand même, malgré oui, il y a un problème de montage épileptique, mais à mon avis, c'est surtout un côté. Il essaye de singer un peu le style de Danny Boyle, qui a un style de montage aussi un peu incisif, un peu presque agressif. C'est un peu une de ses marques de fabrique, je trouve. Et du coup, j'ai l'impression qu'il essaye de faire ça, mais ça sonne un peu faux, comme si c'était décalé par rapport au tempo qu'on attend de ce film, quoi. Sinon, j'aime bien le film malgré tout. Je trouve qu'il est vraiment dans les thématiques en fait qu'on retrouvait dans le premier, avec un ton un peu un ton antimilitariste, un ton, ça parle de famille aussi, de manière un peu différente. Et je trouve ça assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a des prémices de ce qu'on a vu dans 28 ans plus tard. J'en parlerai après. Mais moi j'aime bien 28 semaines plus tard, même si oui, il a des petits soucis. Je trouve ça sympa. Ouais. Et du coup, en allant voir 28 ans plus tard, j'étais pareil, un peu la fleur au fusil comme tout le monde. Même si, en fait, moi j'avais pas regardé la bande-annonce. En général, j'essaie d'éviter de regarder les bandes-annonces. Donc je l'avais pas vue. Il paraît qu'elle est vraiment très bien. Je crois qu'ils ont même gagné un prix pour la bande-annonce. Elle a cassé Internet, la première bande-annonce. Mais ils ont gagné un prix pour une bande-annonce. J'ai vu une interview où ils en parlaient à Danny Boyle. En même temps, elle est folle. Je sais pas si vous l'avez tous vu après. Du coup, je l'ai pas vu, moi. Mais elle reprend le fameux poème Boots Boots qui est dans le film. Et c'est une bête d'idée, en fait. Et ça a même joué contre le film pour pas mal de gens. Parce que le nouveau a divisé pas mal il a divisé. Et certains, en fait, s'attendaient vraiment à une sorte de ride horrifique de folie parce qu'elle te vend une sorte d'expérience traumatisante, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc je jugerai pas le film par rapport à sa bande-annonce. En même temps, c'est souvent un peu compliqué, je trouve, de juger un objet filmique fait par une autre boîte avec les rushs de quelqu'un d'autre dans le but de faire du marketing. Donc c'est vrai que ça peut créer des déceptions, mais du coup, c'est pour ça que j'évite de regarder les bandes-annonces. Et donc j'y suis allé, tranquille, et je vous dirai ce que j'en pense après. Mais toi, Romain, t'en penses quoi de cette saga des 28 ? 28 jours plus tard, j'aime beaucoup. Je trouve aussi que c'est un excellent hommage à Romero, comme l'a dit Mathieu. Et paradoxalement, c'est aussi le film qui a lancé le pire débat du monde. Tu l'as cité, Dario, c'est le débat infecté zombie qui nous casse tous les couilles depuis 20 ans. Moi, c'est mon combat. Si vraiment vous cassez encore les couilles en 2025 avec ce débat, faut toucher de l'herbe. Faut sortir dehors. Faut boire un grand verre d'eau. Faut arrêter. C'est la même chose. C'est infecté, zombie, ça change absolument rien. Les films reprennent les mêmes codes des films de zombies. La morsure, l'infection, les survivants, la manière dont ça se répand, c'est la même chose. Vraiment. Ce point étant fait, il y a 2 plans dans le 28 jours plus tard qui sont restés avec moi dès que j'ai vu le film à l'époque, parce que je l'ai vu très tôt. C'est ce plan dans le tunnel, justement, on l'a évoqué, où tu vois une ombre géante se rapprocher au loin, que j'ai trouvé effrayant, ce plan, avec ce vieux cri d'infecté au loin. Et le deuxième plan, c'est un plan qui n'a rien à voir, c'est la voiture qui passe près d'un champ de fleurs et les fleurs sont peintes. Et pour moi, c'est tout 28 jours plus tard, en fait. À côté, ça fait peur, à côté, c'est super sombre, à côté, ça peut être effrayant. Moi, ça m'avait vraiment effrayé à l'époque. Et à côté, t'as cet aspect onirique qui est très présent et vachement expérimental par instant visuellement. Et c'est quelque chose qui est assez rare dans le genre du film de zombie, qui est souvent plutôt terre à terre, pour pas dire plutôt chiant visuellement. C'est rare que des films tentent de l'expérimenter avec les visuels en dehors des maquillages dans le genre du film de zombie. C'est un cauchemar ambiant, quoi, qui est encore plus accentué par le final du film qui est en 35 mm d'un coup. Donc tout est net, tout est beau, et le reste qui est en DV dégueulasse n'est plus là. Donc ouais, il m'avait marqué par rapport à ces visuels. Et parce que j'adore Cillian Murphy aussi. Et c'était ses débuts, il est encore tout bébé. On a fait un point infecté, mais moi je dis Cillian Murphy, je dis pas Cillian Murphy. C'est Cillian. Amélie a dit Cillian. Mathieu, tu dis quoi ? Je dis Cillian. Ok, bon bah 2 partout. 2 partout, c'est bon, fin du débat, on avance. J'adorais Naomi Harris et sa machette, qui était un de mes premiers chocs de caractère design de fou, quoi. La meuf badass, une sorte de Michonne avant l'heure. D'ailleurs, il y a tout un débat à avoir sur l'inspiration de 28 jours plus tard dans Walking Dead. C'est un gros débat qu'elle a depuis 20 ans. Moi, je suis dans la team, il y a un peu de plagiat, mais voilà, pour moi, un très grand film du genre. 28 semaines plus tard, il souffre d'un truc, c'est de la scène d'introduction qui est juste beaucoup trop bonne pour le reste du film. Oui. C'est-à-dire qu'il balance tout dans cette séquence. Elle est folle. Vraiment. Il te fait un mini-film de zombies en 10 minutes, qui est parfait. Alors, je vais peut-être dire une énormité, mais c'est Danny Boyle qui a réalisé la scène d'intro, je crois. Il y a un mythe. Il y a une vraie rumeur qui circule. Moi, j'ai pas trouvé la preuve. Je vois pas pourquoi il l'aurait réalisé, d'ailleurs. Il serait crédité en tant que réalisateur, légalement. Ça arrive des fois, tu sais, Tarantino, il fait ça sur les films des autres, des fois.
Ouais, mais ils s'en sont servis pour le marketing. Là, ils l'ont jamais mis en avant. Mais du coup, ça dit bien que cette séquence, elle est trop bonne pour le réalisateur, tu vois. Les gens lui enlèvent cette séquence en mode non, tu ne la mérites pas, tellement elle est bien. Et il y a tellement d'adrénaline d'un coup que le film ne repart jamais, vraiment. Et ça repétarade à la fin. Comme vous l'avez dit, c'est mal monté, c'est mal branlé. Ça devient une sorte d'actionneur bourrin qui gâche tout l'aspect réaliste du premier. Le gamin, il est insupportable. Et les deux gamins, les deux sont insupportables en vrai. T'as la femme la plus importante de l'histoire du monde devant toi qui est infectée par un virus et t'as peut-être le vaccin en elle. Il y a aucun garde. Il laisse le mec l'embrasser sans problème. Il y a personne. Elle est tranquille, toute seule. Les gars, enfin, je sais pas. Il y a des facilités de scénario là-dedans qui m'ont vraiment saoulé. C'est con parce qu'il y a quand même quelques qualités en termes de visuel et de maquillage, comme l'a dit Mathieu, mais voilà. Donc bref, j'étais heureux de voir le retour de Danny Boyle quand même pour le nouveau, sachant que lui c'est pas le genre de mec qui refait le même film quand il fait une suite. Suffit de voir Trainspotting 2. Par contre, quand j'ai vu qu'Alex Garland revenait, j'étais un peu moins chaud parce que sa carrière elle évolue dans un sens qui moi me plaît pas trop. Donc voilà, mais je garde ça pour plus tard. Mais le trailer est sorti et moi je suis dans une hype absolue. Le trailer, je le vénère. Je le regarde encore des fois. Je suis en mode waouh, ils ont tout pété quoi. Donc j'y allais avec une grosse hype. D'ailleurs, c'est moi qui vous casse les couilles depuis un mois et demi en mode on fait l'épisode, voilà. Donc voilà. On va passer au film du coup. Dario, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu peux spoiler. Hein. Ok. Moi, alors, ça va peut-être être assez rare pour le être souligné, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien le film. Il a évidemment des petits problèmes dont on va sûrement parler, mais j'ai vraiment passé un super moment. Le film reste avec moi. J'y pense souvent depuis que j'ai vu le film. Je trouve qu'il est totalement dans la suite logique de ce que pourrait être, du coup, 30 ans après une apocalypse zombie. C'est un truc qui est assez intéressant et intelligemment fait. J'ai regardé pas mal d'interviews de Danny Boyle qui parlait justement de lui, ce qui l'intéressait c'était de voir comment le virus pouvait muter plutôt que de voir des survivalistes. Lui il s'en fout un peu, donc il y a quelques séquences où on voit ces survivalistes sur leur île où ils ont pas d'électricité, où ils font des flèches et tout, donc lui il s'en fout un petit peu. Lui ce qui l'intéressait c'était vachement plus l'évolution du virus avec les différents infectés, les remplants en français je crois que c'est les ça, remplants. Ouais. Les alphas, donc il y a tout ce côté voilà hyper intéressant de il fait évoluer un univers qu'on connaît déjà avec des codes qu'on connaissait déjà, et en même temps il arrive à rajouter en fait des choses qui sont liées aux thématiques des deux précédents films. Donc j'en ai parlé un petit peu, donc la famille et le côté antimilitariste, même si j'étais un peu surpris, je trouve que le côté plus antimilitariste est quand même assez effacé dans ce film comparé aux deux autres. Mais c'est pas inintéressant parce que là, du coup, la thématique que moi j'y ai vu en tout cas, c'était plus le côté enfant soldat, hein, qui paraît plutôt évident. Et le côté, justement, en fait, son père, du coup, Aaron Taylor Johnson, qui force, entre guillemets, Spike à tuer des zombies pour la première fois. Il lui dit des phrases horribles, genre tu verras, à force de tuer, ça devient de plus en plus facile. Les premiers, c'est toujours les plus durs. C'est des phrases que tu dis pas à un enfant de 12 ans, quoi. Tu vois, il y a un truc... plus ce fameux poème Boots, que je suis allé réécouter et que j'ai lu. Et ce poème, putain, il est quand même badant. Dur, hein. Ouais, la fin, c'est quelque chose, quoi. Ouais, il est dur. Donc, je trouve que thématiquement, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Notamment, du coup, ce petit Spike, là, qui... en fait, qui devient adulte à 12 ans. Mais c'est pas... on a l'impression qu'il va devenir adulte parce qu'il va tuer. Et en fait, on se rend compte que lui... il va devenir adulte parce que en fait il fait plutôt un deuil et c'est le deuil qui va le rendre adulte, et en même temps il fait un choix assez fort en fait de plutôt choisir l'amour et la compassion plutôt que la violence et cette virilité, quoi. Et il y a un truc bon, on va en parler de cette énorme queue, mais je pense que voilà, il y a un alpha qui s'appelle Samson, qui a vraiment un empadis assez développé, même assez intimidant, et du coup c'est évidemment une prothèse, mais je pense honnêtement que c'est heureusement que ça a un sens, puisque en fait la première partie où Aaron Taylor Johnson essaye d'inculquer à son fils des valeurs de virilité, de masculinité, ce genre de choses, en fait, il faut tuer mon fils, il lui met une tarte, vraiment c'est le côté un peu papa à l'ancienne, et on garde nos émotions, on sera déprimé toute notre vie mais on va pas voir un psy, quoi. C'est vraiment cette ambiance là. Mon père. Pardon ? Ouais. Non, rien. on en parlera en off, Romain, si tu veux. T'inquiète. Continue, je t'écoute.
Et du coup, le fait qu'il soit poursuivi pendant tout le film par un homme caricatural, hein, du coup, un homme qui est très très musclé, très très grand, très barbu, avec un énorme chibre. L'alpha, ils le disent même, non, tu vois. Et en plus, ils disent, voilà, c'est l'alpha, ça a du sens, en fait, c'est pas juste un gimmick d'avoir une grosse tub, quoi. Je trouve que le film est quand même plus intelligent que ça, il y a des choses qui sont assez intéressantes, notamment sur toujours cette idée d'enfant soldat, quand on rencontre, je crois que c'est Eric, non, le soldat suédois. C'est Eric, le soldat suédois. Pareil, il a des phrases qui sont rudes, quoi. Il dit, je savais pas quoi faire de ma vie, du coup, je me suis engagé pour lui donner un sens. Et tu vois que ce gars-là, en vrai, il a genre 20 ans, quoi, il est tout jeune. Donc voilà, il y a quand même un truc antimilitariste, même si c'est en demi-teinte comparé à ce qui se faisait dans les films d'avant. Mais il y a plein de choses. Il y a aussi le côté où en fait on détruit des tropes de films de zombies et d'infectés qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que quand Spike se met en chasse pour aller voir le docteur Kelton, pour aller voir Ralph Fiennes, du coup, on se dit, ok, bon, ça va être typique le scientifique fou, machin. Et au début, il est adorable, quoi. Vraiment, c'est une crème, le gars, même si, bon, il brûle des cadavres pour se divertir et qu'il garde leur crâne. Et du coup, on se dit, ok, alors, en fait, il va devenir un peu fou parce que Spike, il a le bébé qui est né d'une infectée, et pas du tout. En fait, il dit, ah ouais, ça, c'est la magie du placenta, ouais. Moi, je pensais que ça pourrait arriver, donc c'est intéressant que ce soit arrivé. Mais il s'en branle. Chill. Ouais, il est cool. Il s'en branle. On peut se dire que ça va être le moment où il va vriller, il va vouloir faire des expériences et tout. Pas du tout. C'est vraiment pas son délire à lui. Lui, son délire, c'est de respecter la mort et de se souvenir que tout le monde va mourir. Et c'est en ça que je dis que pour moi, le film, c'est un film de passage à l'âge adulte, genre Stand By Me, mais un peu plus poussé avec des infectés, quoi. Puisque le Ralph Fiennes, il va lui inculquer à Spike que la mort fait partie de la vie et qu'il faut l'accepter, quoi. Il y a une scène qui est vraiment très jolie, je trouve, quand justement le docteur il fout du Xanax à Spike pour pas qu'il pète un câble parce que sa mère, en fait, elle a un cancer. Et du coup, ça devient un petit peu plus, pas psychédélique, mais un petit peu plus brumeux. Il y a des lumières qui gigotent un peu de manière assez particulière. C'est psyché. Et ça donne une espèce de tendresse en fait à cette scène, alors que c'est absolument horrible. Sa mère va mourir, quoi, devant lui, mais lui il est shooté, et en fait ça devient tout doux, tout tendre. Et du coup tu vois le professeur qui revient 5 minutes après avec le crâne de sa mère, mais tu te poses jamais la question de attends, mais là il a juste brûlé la peau du visage de sa mère pour lui donner le crâne, quoi. Parce qu'en fait ça a du sens thématiquement. Et voilà, il y a ce truc très passage à l'âge adulte, d'accepter la mort, que la mort fasse partie de la vie. Et c'est pas du tout... En fait, c'est... Au début, la mort, c'est un truc qu'il faut affronter avec son père. Et cette idée de virilité, parce que c'est des zombies ou des infectés, comme vous voulez, mais en gros, ils sont plus ou moins morts, ceux-là. Donc en fait, on affronte la mort, alors qu'avec la compassion de sa mère, et le deuil du coup de sa mère, on accepte le fait que la mort, ça fasse partie de la vie. Bon, c'est pas une réflexion qui détruit les codes, mais c'est très bien fait, je trouve. C'est très, ça se tient bien, et c'est surprenant parce que Alex Garland récemment, il nous a pas habitués à des films très bien écrits. Men, pour ne pas le citer. Non, moi, le film m'a accueilli. Il y a des visuels qui marchent vraiment beaucoup, d'autres un peu moins. On a tous vu cette image, en fait, du rig avec les 20 iPhones autour des infectés pour essayer de faire une espèce de bullet time comme dans Matrix. Des kill cam un petit peu. Sauf que si le but c'était de faire un bullet time, ça ne marche pas, puisqu'en fait, en soi, dans le film, ça fait un jump cut. En fait, on passe juste d'un côté à l'autre. On tourne pas du tout autour du zombie. Je pense que c'est juste que le truc a pas dû fonctionner, parce que j'ai vu une interview d'Aaron Taylor-Johnson qui disait que Danny Boyle, il a dit je sais pas si ça va marcher, mais on va le tester quand même. À mon avis, ça va pas marcher. Ça, c'est tout le film, hein, visuellement. Je crois que chaque choix visuel du film, c'est ça. Parce qu'il y a quand même des idées assez folles, je trouve, dans le film. Ces images là d'infectés tout rouge là, en rouge et noir, comme dirait une chanteuse de chez nous. Le côté, en fait, ça fait quasiment un reportage animalier où on voit des lions chassés, en fait, sauf que ça serait un night shot, sauf que là tout est rouge. Je trouve que c'est des visuels qui sont vraiment ultra marquants, ultra perçants. Ça marche super bien. Ça marche hyper bien, ça te pose une ambiance tout de suite horrifique. Donc non, et pour moi c'est un grand oui, le film fonctionne. On en fera sûrement un point sur la fin ensuite. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est plutôt la suite. Mais
parce que de ce que j'ai entendu dire, Nia DaCosta, elle a dit que pour elle, le deuxième film, c'est un film sur le mal, et du coup, ça me fait un peu peur que ce soit un truc un peu simpliste de il y a une secte pendant la fin du monde. On verra, je lui laisse sa chance quand même. Mais non, que ce soit pour clore la trilogie 28 jours, 28 semaines, 28 ans, je trouve que ça se tient. On pourrait presque s'arrêter là. Et du coup, je suis quand même intrigué de voir ce qu'ils vont faire avec cette franchise, du coup. Non, pour moi, c'est un grand oui. Grand oui pour toi. Faut le souligner, c'est rare. Grand oui pour le D. Ouais. Et je voulais rebondir sur le fait que tu soulignes que le docteur c'est pas un zinzin, en fait c'est pas un fou et tout ça, c'est plutôt quelqu'un de mesuré enfin voilà, c'est pas une caricature de savant fou. Ouais. Et en fait quand tu l'as dit, je me suis dit que on est quand même je sais qu'il y a beaucoup de films où tu peux dire que l'infection c'est un post-Covid, bien sûr, mais du coup je trouve ça intéressant que là le scientifique ce soit quelqu'un de fiable, de sûr, tu vois, que ça donne une image du docteur qui est plutôt une image positive, parce que c'est sûr que pendant la pandémie, il y a eu, les scientifiques et les docteurs, ils ont plutôt été mis à mal par l'opinion publique. Donc là, je trouve que c'est bien qu'ils soient pas tombés dans cet écueil-là et qu'ils en aient fait au contraire une figure bienveillante et sensée, quoi. Presque en fait la figure paternelle de Spike à la fin, quoi. Ouais. Tu vois, il y a aussi un changement de daron. Tu parlais de famille et tout. Mathieu, de ton côté, 28 ans plus tard. Alors pour ma part, je suis un petit peu mitigé parce que quand je suis sorti de la séance de ciné, j'avais pratiquement déjà oublié ce que j'ai vu et il m'a fallu faire un petit effort en fait pour me rappeler de certaines scènes. Comme l'a dit Dario, il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien et encore une fois, c'est un film qui est très anglais. Ça s'explique aussi par le fait que Danny Boyle revient à la réalisation après avoir laissé de côté celle du second film. C'est un film qui est très anglais parce que voilà post-Brexit, ça parle, comme on l'a dit, indirectement de confinement. Je crois la première image du film, c'est les Teletubbies. Une des dernières images du film, c'est une espèce de secte façon Jimmy Savile, qui est un des personnages les plus célèbres et les plus atroces de la culture anglaise. Il y a un documentaire d'ailleurs qui est consacré à ce salopard sur Netflix. Allez le voir si vous ne connaissez pas l'histoire, mais je vous préviens, c'est assez gratiné. Bref, voilà, le film est anglais à 300%. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'espérais que, comme tu l'as dit Romain, il fasse quelque chose d'un petit peu différent, sachant que quand il a fait Trainspotting 2, c'était pas forcément ce qu'on était en droit d'attendre, mais c'était pas forcément non plus inintéressant. Là, je trouve le résultat un petit peu en demi-teinte, parce que cette idée de survivants qui sont confinés volontairement sur une île à laquelle on ne peut accéder que via une espèce de pont qui les relie au continent complètement ravagé par tous les infectés possibles et imaginables. Et en fait, c'est une idée qui provient du 4e film de la saga des morts-vivants de George Romero, en l'occurrence Land of the Dead. Sauf que dans Land of the Dead, qui est sorti bien avant, 20 ans avant même, je trouvais ça bien mieux exploité en matière d'organisation de la société, qu'est-ce que ça peut dire et tout. Land of the Dead, c'est un film qui était profondément politique. Je pense pas que ça soit le but premier de 28 ans plus tard, mais je trouvais ça, encore une fois, mieux écrit et mieux exploité, surtout chez Romero. Mais après, voilà, somme toute, pourquoi pas. Après, ce qui me gêne aussi, c'est que le film tombe dans cette espèce de potentiel futur cliché qu'on se farcit depuis The Last of Us et de manière un petit peu plus ancienne avec La Route, qui est en fait l'inspiration première de Last of Us, qui est cette espèce de voyage que font un père et son enfant légitime ou son enfant adoptif, hein, peu importe, dans une région dévastée par les monstres ou quoi, et en fait le père va tenter de lui apprendre un petit peu comment survivre et tout. On a ça dans 28 ans plus tard. C'est pas forcément mauvais, encore une fois, non, le film est pas trop mal écrit, mais je trouve ça sans surprise. Il y a aussi le fait que je m'attendais à ce que de toute façon la menace évolue par rapport au précédent film, et encore une fois le truc est calqué sur Romero, c'est-à-dire que on n'a plus forcément cette espèce de horde d'infectés qui avance bêtement en bavant du sang et en hurlant, et voilà. Là on découvre qu'il y a des espèces de variétés. Il y en a qui rampent, il y a le mâle alpha avec sa grosse bite là,
Et en fait, ils sont capables de vivre en groupe. Alors, quelles sont les règles qui régissent ça, on ne le saura pas. Mais toujours est-il qu'il y a une espèce d'évolution dans les ennemis, en fait, dans les infectés. Et ça, encore une fois, on l'avait aussi dans Land of the Dead, où on découvrait comment vivaient les zombies entre eux. Et on découvrait, en fait, qu'ils étaient capables de se communiquer pas verbalement, mais en tout cas de se communiquer des émotions, quoi. Et un alpha. Il y a un alpha aussi. Et il y avait un alpha aussi, ouais. Et je trouve que ça commence à faire beaucoup, quoi, parce que déjà dans 28 jours plus tard, à la fin avec les militaires, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait aussi un militaire enchaîné, un petit peu comme Bob dans Jour des Morts Vivants. Un zombie. Quand ils vont dans le centre, l'espèce de centre commercial faire des courses, là, je sais plus si c'est un petit peu avant ou un petit peu après, il y a un personnage, enfin le personnage principal qui s'isole et il va tuer un enfant zombie, exactement comme dans Zombie. Enfin bref, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Or, dans ce film-là, on rajoute par-dessus ça des espèces d'emprunts faits volontairement ou involontairement, je ne sais pas, à Last of Us, mais toujours est-il que moi, je ne vois que ça. Mais le film, en fait, a réussi à m'avoir et en fait à baisser un petit peu tout ça par rapport au fait que je commençais un petit peu à me faire chier. Par rapport au fait que, effectivement, comme on l'a dit, la scène avec Ralph Fiennes, c'est de très loin la meilleure scène du film. C'est un quart d'heure vraiment qui est juste touché par la grâce. Et à partir de ce moment-là, le film bifurque vers un autre sous-genre qui est typiquement anglais, qui est le film de folk horror. Et là, effectivement, on aurait pu se retrouver face à un personnage complètement ravagé, qui manipule en fait les personnes et qui à la fin les conduit directement vers la mort, comme dans The Wicker Man et pas mal d'autres. Or là, non, le personnage est extrêmement bienveillant et extrêmement rationnel dans tout ce qu'il fait. Enfin, comme l'a dit Amélie, ça fait du bien de voir un personnage comme ça écrit de cette façon, surtout après tout ce qu'il y a pu avoir ces dernières années. Et après ce moment-là, je trouve que le film s'écroule, c'est-à-dire qu'il a plus forcément grand-chose à raconter. Effectivement, il a fait son deuil, effectivement, il a compris qu'on allait tous mourir un jour et tout. Le fait que on ait déplacé l'action de la ville, qui était le cadre des deux premiers volets, excepté peut-être le final du premier film qui se passait dans cette espèce de manoir là. Le fait qu'on ait déplacé l'action de la ville à la campagne, ça aussi, je trouve que c'était une bonne idée, même si encore une fois, c'était attendu, parce que Romero l'avait déjà fait encore une fois. Bref, et le fait que le film se termine par cette espèce d'arrivée de Yamakasi, tous sapés et coiffés comme Jimmy Savile, qui font n'importe quoi, je trouve qu'on bascule dans complètement autre chose. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais j'aurais voulu en avoir un petit peu plus à ce moment-là, parce que là, ça commençait à ressembler vraiment à une espèce de délire bis qui était pas pour me déplaire, parce que tout ce qu'il y avait avant, même s'il y avait des hauts et des bas, j'ai trouvé ça quand même très très sage. Le coup du zombie alpha avec sa grosse bite dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, je suis désolé, on le voit pas tant que ça à l'écran. Moi, j'attendais presque un truc façon Crost où à un moment donné, je sais pas, on allait lui sectionner la bite et il allait continuer en fait à assassiner des gens à coups de chip dans la gueule, tu vois. Mais ça peut arriver. En fait, il est dans la suite apparemment. Bah, j'espère qu'on le reverra. Et alors qu'il y aura des trucs à ce niveau-là. Pire, il y aura des flashbacks de Samson quand il sera jeune. Ah bah, il y a un acteur, il y a un acteur sur IMDb, c'est la version jeune de ce mec. Là, ça donc, on verra peut-être la création du mythe en live. Parce que là, je trouve, enfin, en l'état, que c'est juste trop peu. On nous explique qu'il y a une espèce de classe parmi les infectés, mais on en voit juste trois différents. On voit les trucs de base, les espèces de machins obèses là qui rampent et l'autre avec sa grosse bite là. Mais encore une fois, c'est trop peu. Et même, je trouve qu'il y a encore une fois ce même défaut que je reprochais au précédent film, c'est-à-dire quand il y a des scènes gore, on ne voit rien. Cette espèce de montage ultra cut, ultra clipesque, moi je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. J'ai envie de profiter de ce qu'il y a à l'écran. Oui, effectivement, c'est fait pour créer une tension, c'est fait pour créer un sentiment d'urgence et tout, mais c'est juste qu'à certains moments, c'est illisible et c'est juste frustrant en fait. Et cette espèce d'effet qu'on a détaillé juste avant de bullet time de merde, où la caméra fait une espèce d'arc de cercle pendant que l'action est figée, puis ensuite tac, l'action repart. Je suis désolé, Matrix c'était il y a 25 ans, faut grandir un petit peu. C'est pas un bullet time, hein, les gars, c'est une kill cam, c'est pas un bullet time. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil. Un bullet time en vrai, avec ce rig-là, t'es obligé de vouloir faire un bullet time. C'est juste qu'il manque 4 appareils photo. Je pense qu'il voulait figer le gore. Dans le bullet time, en fait, le truc il est constamment en mouvement. T'as des appareils photo qui sont autour du personnage, qui prennent des photos en fait à intervalles réguliers, qui font que t'as l'impression d'être en mouvement pendant où en fait le temps se ralentit. Là, le temps ne se ralentit pas, c'est juste la caméra qui tourne autour et le temps repart quand la caméra effectue un arc de cercle et pof, là t'as la tête qui explose ou quoi. C'est nul,
c'est nul. Enfin, ça marchait dans les années 2000, mais aujourd'hui, putain, arrêtez, quoi. Je comprends parfaitement que Danny Boyle a envie d'expérimenter des trucs et de faire des champs de fleurs à chier par terre dans le premier film qui sont moches, qui étaient moches à l'époque et qui sont moches encore aujourd'hui. Je respecte l'intention artistique qu'il y a derrière. Ce que je critique, par contre, c'est le résultat. Et là, il a voulu tenter quelque chose. Il s'est vautré encore une fois. Désolé, je veux voir autre chose que des bullet time en 2025. Ça, c'était il y a 25 ans en arrière. Je ne veux plus. Je veux autre chose. T'es dur. Non, je suis réaliste. Je suis réaliste, vraiment. Oh, la phrase de connard. Je suis réaliste. Oui, totalement. J'assume. Mais ce qui fait qu'en fait, en l'état, ça n'est pas forcément un mauvais film. C'est juste un prolongement de quelque chose que je pensais pas forcément revoir sur un écran. Et le fait qu'il y ait une suite annoncée à ce film-là, me redonne espoir dans quelque chose d'autre. J'ai juste envie que on tente plus et on arrête aussi de faire des citations à tout va, à Last of Us, à Romero, à tout ce qui ont fait, à tout ce qui a fait en fait le film et les jeux vidéo de zombies depuis une vingtaine d'années. J'ai envie de quelque chose de neuf. Là, il y a quelque chose qui est super prometteur sur le papier. La scène finale, qui encore une fois sort de nulle part, ça peut aller vers quelque chose de franchement dingue. Encore faut-il concrétiser le truc, donc ça on aura la réponse dans quelques temps. Mais pour ce qui est de 28 ans plus tard, je trouve que c'est pas forcément un film désagréable à regarder, mais c'est juste que dans 3 jours, je l'aurais totalement oublié. C'est dur. Pour la suite, là c'est pas Danny Boyle, c'est Nia DaCosta. Ils lui ont offert le rôle de réalisatrice parce que elle avait apparemment la bonne vision et aussi parce que Danny Boyle voulait casser le boys club des réalisateurs de la saga. Donc Nia DaCosta, c'est la réalisatrice de The Marvels pour Marvel. Ça c'est terrible. Et aussi du Candyman de 2021. Donc ceux qui ont vu ces films-là savent que déjà elle a un style qui est radicalement différent. Elle, c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus clean. Donc à voir si elle va coller au style de réalisation de Danny Boyle ou si elle va faire son truc. Au moment où on enregistre, on n'a pas encore d'image. On a quelques fuites sur ce qui se passe dans le film à droite à gauche. Il y a Cillian Murphy dedans, qui revient, enfin. Voilà. Il y aura des flashbacks, pré-infection, encore. On va voir ses fesses ou pas? Bah, je lui demanderai. Okay. Je tiens au courant. Apparemment, il a un petit rôle dans le 2, et l'idée, c'est que le 3, où Danny Boyle reviendra, ce soit le film de Cillian Murphy. Voilà, concrètement. Mais le 2 sera le film sur le fameux Jimmy, qui est quand même, au final, l'autre protagoniste oublié du premier, c'est qu'on le voit au début quand il est jeune, ce Jimmy, et il revient à la fin, mais il y a son nom marqué partout sur des tags, gravé sur des infectés, etc. Donc voilà, c'est son film, et puis après, ce sera le film de Murphy pour clôturer. On n'a pas encore d'image, on n'en sait pas plus. Voilà. Ça viendra. Amélie, toi de ton côté, tu nous as dit tout à l'heure que tu allais partir sur une dissertation shakespearienne. Oui, parce qu'effectivement, le film est très très anglais et il est encore plus anglais que l'Angleterre parce qu'il est extrêmement shakespearien dans ses personnages et dans ses thèmes. Et qu'est-ce qui est plus anglais que Shakespeare, je vous le demande. Effectivement, en fait, le film est presque une allégorie, une fable en lui-même. Alors dans les éléments très très shakespeariens, on a donc le poème Boots, vous en avez parlé sur une chanson de Young Father au début du film, dans un truc très clipesque où il y a des extraits du deuxième film d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué. Et en fait ce poème très répétitif comme ça, qui est une sorte de litanie, il va annoncer les événements, il va annoncer la mort et le conflit, un petit peu comme le cœur tragique en général dans la tragédie grecque ou dans la tragédie shakespearienne, un peu comme les sorcières dans Macbeth aussi, qui annoncent en fait aux spectateurs ce qui va se passer, à savoir la mort et la désolation. Mais surtout, le film est sur une île, l'île en elle-même est un thème très shakespearien, notamment via La Tempête, qui est la dernière pièce de Shakespeare. Une insularité qui est donc toute britannique, qui est à la fois... L'île, c'est un symbole qui est très ambigu, c'est à la fois l'exil et la terre du salut. C'est à la fois la régression, mais aussi la promesse d'un nouveau monde. C'est l'isolement, mais c'est aussi une communauté restreinte. L'île, c'est quelque chose de très ambivalent. Et on a de nombreuses fictions insulaires. L'île, c'est quelque chose qui est très représenté effectivement dans la littérature anglaise, et vu que c'est eux-mêmes, voilà, ils sont eux-mêmes sur une île, mais aussi dans beaucoup de mythes et de tragédies grecques, par exemple, où il y a des îles comme ça, un peu mythiques ou mythologiques, où les gens vivent différemment, où c'est un peuple différent qui est perdu comme ça au milieu de la mer ou de l'océan, sur laquelle on tombe par hasard, quoi, par exemple.
Mais ici, ce peuple qui habite sur une île, il est à la fois dépossédé de ses anciennes terres, mais c'est aussi l'occasion pour eux d'organiser un nouvel ordre qui a quand même l'air d'être plutôt traditionnel. Pour faire la parenthèse avec la tempête, c'est que l'île est ici une sorte de parenthèse hors du monde où tout est possible. Et l'île, c'est un truc qui revient plusieurs fois, notamment à travers le nom de la mer, Ayla, qui s'écrit Isla. Isla, qui est donc la racine du mot île. Et c'est le prénom qui est porté à la fois par la mère qui va donc mourir et qui est donné à la petite fille qui va naître. Une petite fille qui naît d'un infecté, mais qui, elle, ne l'est pas. Donc un peu comme cette île qui est née qui a été peuplée par un peuple où il y a des infectés, mais qui ne subit pas la pandémie, en tout cas. Donc voilà, on a l'île qui est à la fois la mère, la fille, cet endroit où ils vivent tous, voilà, la symbolique, tout ça. On a des symboles beaucoup plus forts du théâtre shakespearien. Par exemple, il y a beaucoup de masques. Il y a la présence plusieurs fois de masques un petit peu effrayants comme ça. Et on a carrément un spectacle, quoi. Le père qui revient à la fête, qui monte sur scène et qui raconte sa version romancée des exploits de son fils. On est vraiment sur une sorte de pantomime des exploits du héros tragique où il en fait des caisses, il est le centre de l'attention. En fait, ce discours, c'est carrément un spectacle. Il est sur scène. Donc, on a vraiment une représentation scénique du théâtre en général et du théâtre shakespearien en particulier. Et on a des références qui sont beaucoup, beaucoup plus explicites, évidemment. Ce crâne que le docteur prend dans sa main et dit « Alas, poor Eric », qui est une référence directe et très explicite à « Alas, poor Yorick », qui est le début du monologue de Hamlet dans le cimetière. Hélas, pauvre Yorick, je le connaissais bien, Horatio. Et ça, c'est un monologue qui est connu de tous les Anglais. Tous les Anglais connaissent ce truc-là. C'est un truc très très fort dans leur culture et dans leur pop culture. C'est pas du tout un truc qui est obscur d'érudit. Alas, poor Eric, c'est vraiment Shakespeare jeté dans ta gueule, quoi. Et en plus, c'est dit par le docteur qui, donc, comme on l'a dit, est un personnage plutôt érudit, mais aussi un petit peu fantasque, et qui pourrait nous faire penser au frère Laurent dans Roméo et Juliette, qui est à la fois une figure religieuse, un petit peu comme ça exaltée, mais qui est aussi un scientifique très très doué. C'est celui qui connaît les plantes, celui qui soigne, celui qui conseille, mais aussi celui qui empoisonne. En tout cas, dans Roméo et Juliette, c'est celui qui empoisonne. Et on a un petit peu cette même figure-là avec ce docteur qui est à la fois une sorte d'exalté mystique qui construit une cathédrale en os et qui en même temps est un docteur très terre-à-terre sur beaucoup de choses et qui est comme ça couvert d'iode. Donc, il a une sorte de peinture qui est à la fois on pourrait une peinture guerrière, quoi. Et qui en fait un personnage un petit peu en dehors du monde. C'est sûr qu'il a l'air complètement d'être un zinzin, mais en fait c'est pour une raison extrêmement scientifique et extrêmement rationnelle. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la figure de l'alpha, qui est un petit peu l'opposé du docteur. L'alpha, pour moi, il fait référence justement à Caliban, qui est un des natifs de l'île dans la pièce de la tempête. Caliban, c'est un personnage très important dans le lore shakespearien, on va dire. C'est un personnage qui est un peu ambigu parce qu'il est à la fois la représentation de l'essence sauvage des hommes, mais aussi via des analyses un petit peu plus, enfin des commentaires un peu plus récents de Shakespeare, il est vu comme l'indigène qui est opprimé. C'est-à-dire celui qui est sur son île tranquillou et qui a été colonisé. Et il y a un petit peu de ça, je trouve, je veux pas trop m'avancer là-dessus, il y a un petit peu de ça ici, c'est-à-dire que les infectés sont ceux maintenant qui possèdent la terre et du coup ceux qui viennent chasser chez eux les envahissent sur leur propre territoire. Et aussi il y a un détail qui m'a marqué, c'est que l'alpha, il est joué par une personne qui a certainement des origines indo-pakistanaises. En tout cas, qui est donc un ancien une ancienne terre colonisée par l'Angleterre. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est signifiant? Est-ce que c'est la meilleure idée du monde? Je n'en sais rien, je sais pas quelle est l'intention du réalisateur là-dessus, mais en tout cas, il s'avère que même si c'est inconscient, c'est là.
on a une sorte de condensé de degré de retour à la nature. C'est-à-dire qu'on a le militaire qui est, on va dire, un de nos contemporains, qui a un smartphone, la même technologie que nous, tout ça. Il y a les exilés sur l'île qui, eux, sont un peu comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire ils font tout eux-mêmes, ils n'ont pas d'électricité, ils chassent avec des arcs et des flèches. Et il y a les zombies qui sont en fait une représentation des débuts de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la nature, en tribu, voilà. À poil. En fait, ici, l'apocalypse zombie, c'est un peu un recul de la civilisation, un retour en arrière, et carrément un retour en arrière du sens de l'histoire. D'ailleurs, c'est un truc qu'on se voit dans le début du film, où sur ce côté très clip, où on a en fait des images de militaires anglais à différentes époques. On a des trucs de la Première ou Seconde Guerre mondiale, on a aussi des trucs de l'époque médiévale, comme si en fait la violence, elle était toujours présente dans la société, que ce soit par des infectés ou par d'autres choses, parce qu'en fait le virus à la base c'est le virus de c'est quoi, de la fureur, donc en fait comme si le virus de la fureur c'était pas seulement un truc désinfecté, c'est qu'il avait toujours été là. Donc voilà, on a une sorte de cycle de la vie avec les naissances, la mort, le deuil, le fait de grandir, la transmission, mais aussi on a une sorte de cycle de l'histoire avec une succession des âges et du coup le cours du temps un peu inexorable, un peu tragique, parce qu'il y a le tragique de la pandémie, il y a le tragique de la maladie de la mère, et il y a la tragédie de la mort qui est sursoulignée, le memento mori, vraiment si vous aviez pas compris, ça est répété 50 fois dans le film. Mais comme chez Shakespeare souvent, il y a que l'amour qui gagne à la fin. Donc voilà, c'est quand même un film où il y a une grande richesse de thèmes, de symboliques qui sont évoqués, ça brasse pas mal de trucs. Vous allez me dire, mais c'est super Amélie, mais avec tout ce blabla de branlette intellectuelle, est-ce que t'as bien aimé le film ? Et je répondrais... bof. Non, parce que en fait il y a plein de trucs que je trouve un petit peu attendus, et le film me surprend pas trop en fait, sur plein d'aspects, donc j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, je le trouve intéressant sur plein de points, je trouve qu'il essaye de faire des choses, et c'est ça que je peux lui reconnaître, c'est qu'en tout cas le film n'est pas cynique, il est pas méta, il est pas dans une réflexion sur son propre genre comme ça un petit peu distancié, c'est ça que j'apprécie. Moi après je trouve quand même que c'est une histoire de vie, l'histoire du personnage principal est un petit peu est vue et revue quoi, c'est un mythe qui a déjà été raconté, même si toutes les histoires ont déjà été racontées, mais du coup c'est pas très surprenant quoi. Mais j'ai pas passé un mauvais moment devant, voilà. Et je trouve que le petit qui joue Spike, il joue très très bien pour le coup, pour un enfant, jeune ado. Oui, je c'est trouve vrai. très très juste. C'est son premier rôle. Alfie Williams, il s'appelle. Ouais. Lui, il va aller loin. Je pense. Et toi, Romain ? Oui, il a fait du bien ce film en fait. Les gros films d'horreur qui sortent au cinéma sont tellement formatés de nos jours, visuellement, que voir Danny Boyle arriver et prendre la table et la soulever et l'envoyer chier en mode allez, niquez-vous, je fais mon délire et je m'en bats les couilles, ça m'a fait un peu du bien. Genre de voir un film qu'on voit toucher. Voilà, là-dessus, c'était assez impressionnant. Surtout, enfin, la première demi-heure, il te balance tout dans la gueule. Minute 1, tu as le fameux la kill cam dans la gueule sans prévenir. T'as ces montages expérimentaux avec les protagonistes qui sortent du camp, avec des films médiévaux et des images du 2 aussi, etc. Tu dis oula. Mais moi, ça m'a impressionné. Franchement, le move est respectable, quoi. Après, tout ne marche pas. Faut être honnête. Il touche à tellement de trucs qu'il y a forcément des choses qui vont pas passer. Ces fameux effets là, les kill cam, autant il y en a qui marchent super bien parce que ça frise l'image 1 milliseconde et ça rend l'impact d'une flèche hyper brutale, autant par instant tu te dis ouais là on a compris, c'est pas grave, tu peux les cutter. Mais il a assumé son délire jusqu'au bout quoi, et il le calme que quand le film a besoin que ça se calme, c'est-à-dire quand on commence à arriver vers le docteur et que là on revient sur un truc un peu plus classique, mais c'est ce qu'il fallait. À côté, j'ai beaucoup aimé l'approche quasiment anthropologique du monde des infectés, c'est-à-dire qu'on les filme de nuit en night shot, on les voit parfois, ils ont leur séquence à eux en fait, notamment l'infectée enceinte qui se balade avant l'accouchement, etc. Et ça j'aime beaucoup, il dépeint vraiment un monde super fouillé et j'avais envie d'en voir plus quoi. J'aurais aimé un documentaire, un reportage dans ce monde-là. Mais du coup, moi, la question que ça me pose, c'est est-ce que
ces infectés, ils vivent en groupe, tout ça, machin et tout. Est-ce que, en fait, c'est encore moral de les tuer, tu vois? Bah, c'était la question que je me posais à un moment dans le film. Parce que quand t'as cette séquence d'accouchement, qui a d'ailleurs un petit moment de sororité très intéressant entre la mère et l'infecté, où t'as un moment de communication, quoi, où elles se tiennent la main, et j'étais en mode, ah, donc il y a quelque chose. L'infecté se fait buter par Eric, et quand Samson, l'alpha, débarque, il s'arrête sur l'infecté. Oui, Sur il a l'air sur la d'avoir meuf. de la peine, en tout cas. Enfin, en tout cas, il le remarque qu'elle est morte. C'est ça, il y a clairement quelque chose, et tu sens qu'ils ont évolué, qu'il y a une conscience, qu'il y a une sorte de hiérarchie qui se met en place, qui est légère, hein, bien sûr, c'est des troglodytes, c'est des hommes, en fait c'est plutôt des hommes, tu as dit tout à l'heure, des hommes des cavernes, plutôt que des zombies maintenant. Et au final, ça va dans le sens de ce que dit le docteur, que toute vie est précieuse, et c'est pour ça d'ailleurs que le docteur ne tue pas Samson. Il les tue pas, il les endort. Puis il les tège ensuite, quoi. Ça va avec ce message humaniste qu'il y a dans tout le long du film. Je trouve ça vachement intéressant. À côté, il y a une grosse vibe d'un comics qu'on a déjà évoqué, qui s'appelle Crossed par Garth Ennis. Je dirais pas ce que je pense de Garth Ennis parce que la dernière fois que je l'ai fait, je me suis fait insulter. Mais c'est un comics dans lequel il y a une infection de zombies qui se propage, parce que les zombies sont pas vraiment des zombies, ils sont juste fous, accros au viol et à la baston, tous les trucs The Sadness, dégueux. quoi. Je crois que c'est dans cet épisode-là qu'on en avait C'est parlé, ça. je crois. The Sadness. Et il y a un comics dans cette série qui s'appelle Cross plus 100, écrit par Alan Moore, d'ailleurs, celui qui a fait Watchmen, qui se passe 100 ans après l'infection, et tu retrouves quasiment tout ce que tu vois dans 28 ans plus tard. Le camp d'humains, les infectés qui ont développé une sorte de conscience et qui sont plus organisés qu'avant, cette ambiance dans la campagne anglaise, surtout, qui est vachement présente, et tout le long, je me suis dit, ok, d'accord, donc Alex Garland, il a vraiment pris un comics et il l'a mis dedans, en espérant qu'on s'en rende pas compte. On s'en rend compte, voilà. C'est juste beaucoup moins crade, parce que Crossed, tu peux pas le mettre dans un film aussi cher, quoi. Si vous connaissez pas Crossed, prenez le premier tome, page 20, page 19, vous allez vite comprendre ce qui va se passer. Il y a une double page légendaire. vous comprendrez. La fin est un peu surprenante. On en a déjà parlé. On l'a pas décrite, si tu veux la décrire, Romain. Après le moment où ça y est, le coming of age est fini, où Spike décide qu'il est un homme et qu'il a pas peur, il part dans la nature, il rend le bébé à son daron et il part à la chasse, quoi. Ça se passe 28 jours plus tard, évidemment. Et alors qu'il se fait pourchasser par des zombies, il se trouve dans la merde et il y a un gang de Power Rangers du Turfu déguisés en Jimmy Savile qui débarque et qui tabasse les zombies de manière absolument crade dans tous les sens. Et ça finit sur l'arrivée du fameux Jimmy, qui est le petit garçon de la séquence d'introduction, parce que oui, on a une séquence qui se passe un peu au moment de l'infection avant le film, qui dit eh ben écoute, on va être copains maintenant, toi et moi, et ça finit là. Point. Ça finit même très brusquement. Et ça coupe au moment où tu te dis ok, ça part quelque part, et mystère. On n'en sait pas plus. Cette séquence, c'est le changement de ton ultime. Vraiment, c'est un filtre. J'ai vu des gens sortir de la salle perdus. Aucun neurone ne fonctionnait en mode wow, qu'est-ce qui s'est passé, tellement que ça obscurcit ce que t'as vécu avant avec le film. Je sais pas si vous avez fait cet effet. Ouais, de ouf. T'as vécu ce long périple de ouf, et d'un coup t'as ça qui se ramène et tu dis ok, d'accord, pourquoi pas. Et c'est parce que c'est aussi une rupture de ton juste formelle, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup ça devient un truc ultra pop, ultra violent. Alors qu'avant, on a vécu tout un voyage ultra intimiste. C'est-à-dire que c'est limite s'il n'y a pas genre la chanson Bad Reputation quand les gars ils sont en train de tabasser les zombies, quoi. C'est pas le même film, quoi. C'est ça. Et alors, on parlait de culture anglaise qui est très ancrée dans le film. Là, on parle de Jimmy Savile, qui est très connu en Angleterre, mais pas connu aux USA et partout ailleurs. D'ailleurs, beaucoup d'Américains sont perdus par rapport à la fin. Ils voient juste un mec blond, déguisé en anglais, en fait, qui capte pas qui c'est. Jimmy Savile, pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas compris aussi, c'est un DJ et présentateur télé très connu en Angleterre, qui a été accusé de plusieurs centaines d'agressions sexuelles. Voilà. Il est réputé pour être un des pires humains ayant jamais vécu, ce qui donne un peu un indice sur la suite. Mais j'ai vu un truc qui était intéressant, c'est parce que aussi l'infection a eu lieu avant que ce soit révélé au monde que en fait ce gars-là c'était un mec pas bien, et que du coup comme Jimmy on le voit, le premier plan qu'on voit c'est qu'il regarde la télé, donc tu dis que ce gars-là il était élevé par la télévision, tu vois. Ah bah bien sûr, ça fait sens en fait. Et tu sens que c'est des enfants qui ont grandi dans le monde de l'apocalypse et tout ce qui va avec. Tu sens qu'ils sont dérangés, ouais. Ouais, voilà. Et donc ouais, moi j'ai vraiment bien mangé. Un petit point quand même marrant sur Eric, qu'on n'a pas beaucoup cité, qui est le soldat qui arrive pour 2-3 séquences au milieu du film, qui lui fait le point Brexit, un peu en mode ah oui, vous êtes isolés, nous on a ça, tout va bien chez nous en fait, tu vois. Et il dit le mot zombie. Oui. Et Berserk aussi.
Parce que lui, il appelle les alphas les berserk. Ouais. Très bon manga au passage. Parce que lui, c'est un viking. Et oui, t'as ce moment avec l'iPhone en mode oui, bah voilà, ça c'est un iPhone quoi. Et c'est vrai que t'oublies presque dans un film quasiment médiéval. À ce moment-là, c'est marrant, mais surtout, ouais, c'est le message d'une subtilité pas folle, mais ça c'est du Alex Garland. C'est ça qui me fait chier, c'est que Garland, il aime bien faire penser aux gens qu'il est subtil, mais pas du tout. Et Ouais. c'est un peu lourd. J'aurais bien fait en fait, j'aurais bien vu le film sans ce personnage d'Eric. Quand tu le retires, tu perds pas grand chose, je trouve, selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu forcé, surtout qu'il crève comme une merde au bout de 2 séquences. Ouais, mais c'est Au ce que je final. disais au début. Moi, je trouve qu'il rajoute quand même il réappuie le point du début sur les jeunes soldats et les enfants soldats qui Oui, essaient de trouver du sens à leur vie via l'armée et la violence et la guerre, quoi. Donc, je trouve qu'il vient réappuyer un point qu'on a vu au début. Donc, moi, je l'enlèverais pas, moi. et il montre le monde extérieur, pour le coup, aussi. Oui. Parce que ça, c'est un truc qui était teasé à la fin du 2, faut pas l'oublier que les zombies débarquaient à Paris, et c'est tèche du film salement dans un carton au début en mode oui, ça, on s'en fout. Comme si le 2 n'existait pas. D'ailleurs, je vois plus 28 ans plus tard comme une vraie suite au premier que le 2, en fait. D'un point de vue formel, d'un point de vue montage, d'un point de vue thématique, ça suit beaucoup mieux. Donc voilà, je suis un peu curieux sur le prochain. J'aurais aimé que ce soit Danny Boyle qui le fasse et pas Nia DaCosta, qui est pas une réalisatrice en qui j'ai confiance pour l'instant. Elle peut nous surprendre. Franchement, ça peut passer. Mais voilà, je suis curieux. Pour l'instant, c'est mon film d'horreur de l'année. Ce qui me fait rebondir, il y a un autre podcast qui s'appelle Grim Girls Podcast qui avait fait un post sur le personnage de la mère, qu'on n'a pas beaucoup évoqué au final, à part qu'on l'appelle la mère, qui décaractérisé que par sa maladie et par le fait que c'est une daronne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un petit peu, ouais. Mais parce qu'elle est forcément un peu effacée, parce qu'elle perd la boule, quoi. Il y a un truc, c'est difficile de lui donner beaucoup plus, en termes de scénario, quoi. C'est difficile de donner plus à faire à ce personnage, j'ai l'impression. Même si il y a des moments où elle sauve son fils, et elle aide une infectée à accoucher, elle est pas non plus passive de ce qui lui arrive. Mais c'est juste que c'est dur de lui donner beaucoup de caractère, quoi. Paradoxalement, c'est le cœur du film. Par contre, oui. Ouais, je suis d'accord. En fait, elle est définie comme une mère, certes, mais elle est définie comme une mère dans un contexte qui est particulier. Et en fait, être une mère sur le continent pendant l'apocalypse, c'est déjà quelque chose en soi. Être une mère, c'est déjà quelque chose en soi. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais du coup, ça a une autre implication. C'est effectivement, comme l'a dit Dario, elle va tuer elle-même des infectés pour défendre son enfant, alors qu'elle s'en rappelle même plus. Elle est déjà à un stade très avancé de sa maladie. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir de l'empathie. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir... elle a eu une enfance avant l'apocalypse. Elle a un rapport à son propre père et un rapport à son mari qui sont différents. En tout cas, elle a une vision de la paternité qui est différente pour son père à elle et pour le père de son fils. Moi, je trouve quand même que elle rassure son enfant quand elle sait qu'elle va mourir. Elle aide cette infectée à accoucher, comme on l'a dit. Je trouve quand même que effectivement, elle est pas passive, quoi. Même si elle est malade, elle a quand même, elle a une personnalité, je trouve. Tu sens que c'est quelqu'un qui a traversé des choses, ça ressort un peu chez elle. Je suis pas aussi catégorique, quoi, en fait. Ce qui fait ressortir ça aussi, c'est qu'elle est pas seule, mais pas loin dans une société d'hommes très toxique. Aussi, oui. Et je trouve que c'est une des meilleures actrices du film, parce que pour jouer quelqu'un qui est atteint de démence, démence, elle joue comme quelqu'un qui est atteint de démence, en fait c'est un cancer, mais faut réussir à faire passer l'émotion, quoi. Et ça c'est compliqué, sauf qu'elle a pas beaucoup de scènes où elle est vraiment là, lucide. Donc c'est franchement respect là-dessus. Et tous les acteurs sont très bons dans le film, hein. T'as dit elle joue très bien, mais je suis en train de me refaire le film dans la tête. Tous les acteurs sont très bons, très justes. Oui, mention spéciale aux infectés, parce que ils ont trouvé des physiques très atypiques, notamment un infecté qui avait souvent été confondu avec Cillian Murphy au passage, un infecté très très maigre qui sort d'un champ à un moment et qui est génial, quoi. Là-dessus, Mathieu, tu te plaignais de pas avoir les maquillages dans le 1 et le 2. Là, j'espère que t'as quand même pris un peu plus ton pied parce qu'on les voit beaucoup plus. Un petit peu plus, mais tu vois, le zombie dont tu parles, qui a fait forte impression justement, encore une fois, dans la bande-annonce, on le voit en tout et pour tout 5 secondes dans le film. Il sort, il fait, il se prend une balle et c'est fini. Tu vois, on n'en profite pas plus que ça. Il y a du mieux par rapport au précédent film, mais je trouve que hormis cette scène-là, les espèces de rampants dégueulasses là qui sont au sol, mais qui sont pas non plus révolutionnaires en matière de maquillage, et la fameuse scène en fait d'arrachage de colonne vertébrale, hormis ça, j'ai pas forcément grand-chose à ramener de plus.
Tu vois, c'est pas, je dis pas que c'est mal fait, je dis juste que il y a toujours cette espèce de montage très haché, très cut, qui moi me laisse systématiquement sur ma faim. Moi, ce qui me dérange le plus avec cette séquence, c'est le côté zombie qui est discret d'un seul coup pour faire juste un jumpscare. C'est plus ce genre de... Ça, c'est un trope qui est un peu chiant, je trouve, dans les films d'infectés ou de zombies. Et du coup, là, il sort de nulle part, en silence, on s'en rend compte juste avant qu'il fasse peur au personnage. C'est plus ce genre de truc-là qui me dérange, moi, avec ce film. Ouais, mais c'est même pas un vrai jumpscare parce qu'il les regarde, il s'approche, mais il a pas l'air si méchant. C'est un zombie du spectacle, quoi. Ouais, il a l'air en souffrance, en fait. Puis après, de toute façon, le zombie extrêmement grand et extrêmement maigre, c'est pas non plus quelque chose de neuf, quoi. Il y a beaucoup de films qu'il faisait bien avant. On se rappelle tous du zombie qu'il y a dans le grenier de Rec, où en fait le truc est absolument gigantesque et il est cadavérique. Et encore une fois, je vais revenir, je suis désolé à George Romero, mais dans Land of the Dead, que j'ai cité précédemment, au début du film, il y a une succession de zombies, enfin il y a une espèce de travelling latéral où on voit plein de zombies qui sont hypnotisés par un feu d'artifice, et le dernier zombie sur lequel s'arrête la caméra, c'est un zombie qui est non pas joué par un être humain, mais qui est une espèce d'animatronique, qui est un animatronique et qui est extrêmement maigre, et où en fait à ce moment-là tu te poses la question de comment c'est possible. Quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un ait cette gueule-là? Enfin, comment les maquillages sont faits? Et je trouve que l'effet est encore plus décuplé, quoi. Ce zombie, je vois dont tu parles, il est magnifique, mais oui. À partir du moment où c'est une animatronique, ça compte pas. Là, je parle de vraie performance d'acteur, et ce gars qui est juste infecté, pour le coup, c'est pas une animatronique, c'est réel. C'est tricher un peu aussi, tu prends une animatronique. Après, Rec. Ouais, c'est triché, mais ce gars-là qui sort du champ, enfin, je l'avais déjà vu dans Rec, et je l'ai déjà vu dans plein d'autres films, tu vois. Il est très bien fait, il est classe et tout, mais encore une fois, j'ai déjà vu ça ailleurs en mieux. Eh ben, il a déjà vu ailleurs en mieux. Je sais pas si vous avez compris. Excusez-moi d'être vieux. Non, mais c'est pas grave, c'est l'âge. Et juste avant de finir, on n'a pas parlé de la BO du film, alors que la musique de 28 jours plus tard, c'est un truc qui est quand même archi-culte. Là, on a une BO très étrange, mi-inspirante, mélancolique par instant, qui va donner un aspect presque inspirant à des séquences qui sont terribles. Je pense à la séquence d'introduction, il y a une vraie rupture de ton entre ce qui est montré et ce qui est écouté, mais qui est vraiment bien. Et je note qu'ils ont pas cédé à l'appel des fans, ils ont pas mis le thème légendaire de John Murphy dans le film, même s'ils mettent une autre musique du premier à la fin, mais ils nous réservent sans doute ça pour le troisième. Je trouvais ça plutôt de bon goût de pas nous la donner dit directement et de nous faire languir un petit peu. Enfin bref, là je commence à tourner en rond. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve ça très cool. Ça dépendra de la suite. Malheureusement, c'est les trilogies. Quand le premier sera remis en contexte par la suite, on verra. J'y vais curieux, mais avec un peu d'appréhension. Voilà pour moi. On va s'arrêter là. Petit point avant de se quitter. Si vous écoutez cet épisode le vendredi de la sortie de l'épisode, le lendemain, c'est le début du Stabaton, le fameux festival de Mylène, notre Mylène, à Dompierre-sur-Bèbre. Même ça commence le vendredi, hein. Ça commence le vendredi, putain, ça s'étend, ça prend de la place. Donc là, on est au Stabaton. Donc là, une partie de l'équipe est au Stabaton en train de voir des super... Ouais, des films. Quoi voilà. Elle est pas là, je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles. Son festival de slasher, là, pas ouf, avec Destination Finale, Psycho Beach Party, des tables rondes, avec plein de gens cool, pour le coup. Enfin bref, comme d'habitude, vous connaissez, je pense, si vous nous écoutez. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur Reflet dans un diamant mort, qui est aussi sorti récemment au cinéma, en présence du duo Kate Forzani, qui est le couple derrière le film. Et puis, on se dit à vendredi prochain. Salut. Et bisous.